Bonjour les amis, nous sommes le lundi 29 juin 2020, même si pour moi on est toujours le dimanche 28 juin. J'enregistre ce soir parce que j'aurai pas le temps de faire le montage pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je reçois Elias, qui est le porte-parole des Gilets jaunes constituants. Bonsoir Elias. Bonsoir Silvano, et merci tout d'abord de me recevoir au nom des Gilets jaunes constituants. Eh ben, écoute, moi je suis ravi déjà de t'inviter parce que j'ai vu deux actions que vous avez menées qui sont assez extraordinaires. Vous êtes allé dans les locaux de Gilead et vous êtes allé dans les locaux du Conseil de l'ordre des médecins. Et avant de commencer à parler de ces deux actions que vous avez faites, euh, tous les Français connaissent les gilets jaunes. Ça, il n'y a aucun souci. Je pense que, mis à part vivre dans une caverne au fin fond d'une montagne reculée, euh, tout le monde connaît les gilets jaunes. Mais alors, vous êtes les gilets jaunes constituants. Donc, toi, tu es le gilet jaune constituant du 91, mais des gilets jaunes constituants de plein de départements. Toi, tu es le porte-parole des gilets jaunes constituants. Qu'est-ce que c'est que les gilets jaunes constituants? Alors, les Gilets jaunes constituants, pour refaire un rapide historique, à la base, on est des Gilets jaunes, hein. On est des Gilets jaunes, c'est des pères, des mères de famille, des Gilets jaunes de rond-point. Puisqu'à la base, les Gilets jaunes constituants sont nés sur le rond-point de Montlhéry. Ils ont fait la première action Gilets jaunes constituants, c'est ce qu'on appelle l'OP Rothschild, donc devant le siège de la banque Rothschild à Paris. À partir de là, il y a eu dans la foulée la banque Lazare, et à partir de là est né donc le concept de Gilets jaunes constituants, qui avait comme cheval de bataille de mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre. Voilà. C'était ça le but des Gilets jaunes constituants. Donc, ils sont nés sur le rond-point de Montlhéry, donc dans le 91. Et puis, au fur et à mesure, voilà, il y a eu Gilets jaunes constituants 93, Gilets jaunes constituants 94, Gilets jaunes constituants 75, et maintenant en province, en Alsace, dans le Nord, en Bretagne, dans le Sud-Ouest à Toulouse. Et puis, il y a de nouvelles équipes aussi qui se montent actuellement en Normandie et dans le Sud-Est prochainement à Cannes. Voilà. Alors, c'est quoi les gilets jaunes constituants? Et pourquoi vous avez eu l'idée de faire une action devant la banque Rothschild et ensuite devant la banque Lazare? Tu peux nous expliquer? En fait, la banque Rothschild, parce que nous y avons estimé que c'était euh, la tête du pouvoir, et qu'en fait, c'était par là qu'il fallait commencer. C'était l'idée aussi de se dire que bon, les manifs, ça peut avoir un intérêt, mais que c'est largement insuffisant. Et en fait, le mode opératoire des Gilets jaunes constituants, c'était d'attaquer, entre guillemets, attaquer, euh, de s'attaquer plutôt aux lieux de pouvoir quand ils sont ouverts, c'est-à-dire en semaine. Donc l'opération Rothschild, c'était en semaine, pendant que les bureaux étaient ouverts. Et à la suite de ça, on a fait d'autres opérations dans la foulée. Euh, et puis, je peux aussi résumer simplement les Gilets jaunes constituants, comment on se définit. Et après, je ferai l'explicatif de nos OP. On se définit comme un collectif d'activistes Gilets jaunes prônant la radicalité dans la pensée et l'exemplarité dans l'action afin de détruire les tyrannies oligarchiques et financières, réorienter la société, toutes ses parties vers le bien commun. Nous avons la certitude de l'existence du bien, du beau et du vrai et du nécessaire combat pour les faire triompher. Voilà. Euh, à partir de là, on a écrit des manifestes, deux manifestes. Un premier manifeste qui nous définit, donc, Gilets jaunes, voilà. Dans les constituants, il y a des gens qui travaillent dans le BTP, qui travaillent dans la logistique. Il y a aussi des petits entrepreneurs, des petits artisans, des gens qui ont travaillé dans la banque, des gens qui ont travaillé dans l'éducation nationale, éducateurs,
Bah voilà, il y a vraiment beaucoup de diversité. On trouve à peu près la même diversité que sur les ronds-points, sur n'importe quel rond-point, quoi. On est avant tout des gilets jaunes. Et du coup, donc, au niveau de nos actions, dans le manifeste, la deuxième partie du manifeste qui est adressée à notre ennemi, donc on a estimé que notre ennemi est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression, les lobbies d'influence. Et qu'il y avait 4 moyens de domination de cet ennemi. Premier moyen, le monopole de la création monétaire. Deuxième moyen, une dette irremboursable. Troisième moyen, le contrôle oligarchique des médias de masse et des industries du divertissement. Et le quatrième moyen, la constitution. Du coup, les premières EP qu'on a fait, en fait, c'était, on va dire, grosso modo, la banque. Rothschild, Lazard, Goldman Sachs, JP Morgan, Monte Paschi, Bank of America, on les a quasiment toutes faites. On les a quasiment toutes faites et on les mettait en lumière avec toujours un travail de recherche approfondi pour savoir qu'est-ce que c'est cette institution, qui elle était, qui sont ses représentants en France, euh, à quel groupe d'influence ces représentants appartiennent. Et à partir de là, en fait, on décortique un petit peu ce que nous, on appelle l'oligarchie financière, quoi. C'est-à-dire euh, les interactions, les réseaux d'influence, voilà. Le dîner du siècle. On a fait aussi la franc-maçonnerie, on a fait la loge du Grand Orient de France à Paris, on a fait aussi la Grande Loge nationale française. On est à pénétrer dans les locaux, c'était la Bellevilloise, au moment où il y avait, comment on appelle ça, le salon du livre maçonnique. On a été devant le dîner du siècle. Voilà. On a même sorti la liste des membres du dîner du siècle de février. Ça faisait grosso modo quasiment 10 ans que nous n'avions pas eu la liste exhaustive des participants à un dîner. Et ça nous sert, ça nous apprend beaucoup sur qui sont les personnalités d'influence du pouvoir actuellement en France. On a fait les médias aussi dans la continuité, BFM, CNews, Le Figaro, Le Monde. On est monté après progressivement en grade. On a occupé les locaux du siège du LCL à Paris. On avait fait BlackRock. On a fait 2 opérations sur BlackRock, une en mars 2019, donc quasiment un an avant la réforme des retraites, et une autre en novembre 2019. Et quelque part, en fait, on entrouvrait la porte de ce fonds d'investissement prédateur et de son intérêt en fait à contrôler les retraites et notamment les retraites françaises. Et c'est ce mode opératoire, voilà, et qu'on appelle le mode opératoire des gilets jaunes constituants. Voilà, grosso modo, c'est la plupart des actions qu'on a faites, des grosses actions. Et puis on a fait des actions locales, hein. On a fait des actions locales, donc prise de péage, libération de péage, libération des hôpitaux, en soutien pour les pompiers, en soutien pour les hôpitaux, hein. Bien avant la crise du Covid-19, on était là pour apporter le petit-déj aux infirmières, etc., pour dénoncer la trahison des structures syndicales qui trahissent tous les corps de métier, hein, grosso modo, hein, parce que les hôpitaux, ça faisait 2 ans qu'ils étaient en grève, et les syndicats, voilà, les infirmières, les médecins nous disaient déjà à l'époque que les syndicats ne faisaient rien pour aider l'hôpital. Dans le Nord-Essonne, on voit actuellement 3 hôpitaux qui sont en train de disparaître pour tous se regrouper en un seul, et on va perdre grosso modo près de 1000 lits d'hôpitaux, quoi. Voilà, on a été sur ce terrain-là. On a été aussi sur le terrain des retraites, pareil pour dénoncer la trahison syndicale. On était en solidarité, si on veut, avec les grévistes, même les syndiqués de la base. Et nous, ce qu'on voulait leur expliquer, c'était que derrière les retraites, il y avait la dette. Derrière les retraites, il y a la dette, il y a le système financier prédateur. Et quelque part, on a eu des victoires culturelles, on va dire, parce que effectivement, les grévistes sont rentrés à BlackRock, parce que effectivement, on entendait cette petite musique. Oui, voilà, c'était un combat qui était plus large que le combat des retraites. Et je pense que effectivement, au niveau des retraites, il y a eu une gilet jaunisation du combat, et ça aurait pu donner éventuellement quelque chose d'intéressant.
si tout n'avait pas été arrêté par la crise du Covid. Et Voilà. bien, Et puis, bon, simplement pour finir, on a été aussi sur le franc CFA, voilà, par rapport à l'actualité, là, on va dire, ethnique et raciale. Nous, ça ne nous intéresse pas de manifester contre les violences policières. On connaît la réalité des violences policières et on sait que de toute façon, si on affronte un pouvoir, on va se manger un retour de bâton dans la gueule. Mais on estime qu'il faut s'attaquer aux causes plutôt qu'aux effets. De la même manière, sur la question raciale, nous sommes pour la souveraineté donc de tous les peuples, donc la souveraineté française, mais ce qui est égal contrepartie à la souveraineté de l'Afrique, on va dire. Et on se rapproche un peu plus d'un Kémy Séba. Et par rapport à ça, nous étions à Chamalières aussi. On a fait une opération à Chamalières. Chamalières, c'est là où on imprime le franc CFA. Et on a été aussi sur la tour Bolloré. On a, si on veut, dénoncé et mis en évidence effectivement le réseau oligarchique de cette finance et de ces vallées serviles et des multinationales qui marchent main dans la main avec la banque, qui mettent en esclavage aussi bien les Français que les Africains, et que c'est un combat commun à mener pour la souveraineté, que le peuple français s'autodétermine ici en France et le peuple africain se détermine aussi pareillement en Afrique. alors moi, je suis épaté, bravo, hein, franchement. Tu vois, je crois que la majorité des auditeurs avaient l'idée de ces gilets jaunes qui étaient révoltés, bien sûr, pour des causes, on va dire, euh, pressantes, hein, pour leur niveau de vie. Vous allez bien au-delà, quoi. C'est-à-dire que vous avez défini que, bah, attends, si on est dans cet état-là, ça vient de bien avant, avec bien d'autres causes. C'est bien plus profond. Ça ne sert à rien d'aller écumer, de demander un peu plus de sous, un peu plus d'argent. Si on ne change pas le système, il n'y a rien qui changera, quoi. Et comment vous fonctionnez? Parce que là, vous avez quand même des causes qui sont quand même assez poussées, quoi. Je veux dire, euh, le commun des mortels dans la rue, tu lui parles de Lazare, tu lui parles de BlackRock, je ne suis pas sûr qu'il sache qui c'est. Comment vous définissez, comment vous faites vos actions, comment vous parlez entre vous, comment vous gérez? Parce que c'est quand même assez surprenant quand même d'avoir ce niveau de compréhension de l'état du monde. Eh ben, on fonctionne comme beaucoup de groupes gilets jaunes. Au final, je pense, on a des AG, on discute entre nous et chaque semaine, on définit, voilà, cette semaine, quelles actions on va faire, tiens. Et puis on a des gens qui bossent les dossiers et puis on, en fonction de l'actualité. Et puis au début, on va dire que c'était un petit peu, c'était très organique, quoi. C'était voilà, on part là-bas, après on y va. Et puis petit à petit, au final, on s'est un peu plus structuré au fur et à mesure qu'on était plus nombreux, qu'on avait plus de groupes aussi. Euh, et maintenant, voilà, on essaie de s'organiser, de prendre le temps, de bien préparer nos actions. Forcément, je ne vais pas détailler ici notre mode opératoire, mais voilà, on prend soin maintenant de préparer nos actions en avance. On fait beaucoup, on a appris parce qu'on a déjà eu des fuites et on a déjà eu des soucis, notamment sur des opérations péage. Ça, tous les groupes de gilets jaunes, je pense, s'il y en a qui écoutent, pourront le constater. Voilà, on sait que voilà, il y a de temps en temps une balance ou de temps en temps un flic infiltré ou de temps en temps, voilà. Donc, on a sécurisé nos réseaux de communication. On fait une retenue d'informations en interne jusqu'au dernier moment où à ce moment-là, on dit voilà, c'est telle cible et puis là, on y va. Et puis, voilà, il faut savoir que on est avant tout des gilets jaunes et nos actions sont ouvertes aux gilets jaunes, euh, mais de terrain qu'on connaît. On fera pas d'appel a priori. On l'a fait une fois et ça a été un fiasco, justement. Donc, on fera plus d'appels, je pense, ou pas pour tout de suite, sur les réseaux sociaux. Justement, nous, on travaille plutôt dans le réel avec des groupes de gilets jaunes qu'on connaît, des réseaux de gilets jaunes qu'on connaît autour de nous. Et c'est comme ça qu'on monte nos opérations, qu'on a monté nos opérations de péage, par exemple, qu'on a participé à d'autres actions avec d'autres gilets jaunes. Voilà. C'est-à-dire que on est vraiment ancré sur le local. Voilà. On connaît les groupes de gilets jaunes locaux, on sait avec qui on peut travailler
et voilà, pour monter des actions. Après, bah, tu as vu, on n'est pas non plus très nombreux hein, sur des actions sur les lieux de pouvoir. On n'a pas besoin finalement d'être très nombreux pour faire ce qu'on fait, hein. On a très très peu de moyens. Nous, on n'a pas de cagnotte, on ne demande pas d'argent. Tout le monde a la tête sous l'eau. Donc, on est simplement on est des bénévoles dédiés à cette cause parce que nous, on estime que un adage qu'on aime répéter parfois, c'est ça sera vaincre ou finir esclave, quoi. Donc, quelque part, on n'a pas le choix, en fait. On doit vaincre et au prix de temps passé avec nos familles, avec nos amis, de sacrifices très importants, quoi. Mais du coup, on a décidé, on y va. Voilà. Alors, tu m'avais dit qu'il y a différentes personnes qui ont différentes affinités de chez vous, mais que vous êtes tous des apôtres de la non-violence. Grosso modo, oui, nous nous définissons, on va dire, comme pacifiques et bienveillants. Nous faisons nos actions, nous essayons de nous détacher des sentiments négatifs qui pourraient être, par exemple, la haine ou la colère. Euh, Nous essayons de développer ce ressenti que nous pourrions avoir dans quelque chose de positif. Voilà. Nous allons vers ces gens-là, comme par exemple, tu as vu l'ordre des médecins, nous les avertissons de ce qu'ils font et nous les avertissons que s'ils ne se réforment pas et si quelque part ils restent sourds à nos requêtes, une colère plus profonde et plus terrible pourrait s'abattre sur eux, qui pourrait être la colère de Français qui soient un peu moins sereins que nous, par exemple. Nous, on nous a souvent reproché, enfin souvent, on nous a reproché notre pacifisme. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont de la sympathie pour nous, mais qui ne viennent pas à nos actions parce que euh, pour eux, c'est pas assez, ça bouge pas assez entre guillemets, quoi. Nous, c'est notre créneau. Voilà, pour le moment, on est pacifique, bienveillant. On estime que de toute façon, nous n'avons pas le rapport de force face aux forces de police, etc. De toute façon, pour être violent, je veux dire, ça mènerait à un chaos que nous espérons éviter encore. On n'aimerait pas que la France bascule dans la guerre civile et le chaos total est complet. On préférerait qu'il y ait une prise de conscience générale et globale et que certaines personnes, notamment au sein des corps constitués de l'État, fassent à un moment donné preuve de, de civisme, preuve de courage et rallient les rangs des Gilets jaunes et de l'intérêt du peuple de France pour empêcher ce basculement de la France dans le chaos. Alors, raconte-nous cette action au Conseil de l'Ordre des médecins. Parce que comment elle a été définie? Qu'est-ce que vous avez compris du Conseil de l'Ordre des médecins? Comment s'est passée cette action? Et quelles réponses vous avez eues sur place? Et puis moi, dans le descriptif, je mettrai, tu me donneras le lien de votre action complète au Conseil de l'Ordre des médecins. Alors, le Conseil de l'Ordre des médecins, cette action, on l'a faite. En fait, on a au sein des Gilets jaunes constituants aussi, je l'ai pas précisé, des gens qui travaillent dans le milieu médical. Voilà. On connaît des personnes qui travaillent en EHPAD, on connaît des personnes qui travaillent en hôpital, des infirmières libérales, etc., etc. Et on a eu des informations. En plus de ça, on a suivi les informations qui sont, on va dire, du commun de tout à chacun. Et on a très rapidement compris que l'ordre des médecins, c'était un soi-disant contre-pouvoir et qu'en vérité, c'était un verrou du pouvoir qui permettait de tenir une partie du système de santé français. Ça s'est vérifié lors de cette crise du Covid-19, c'est-à-dire, j'estime à titre personnel, et je pense que beaucoup de mes camarades sont d'accord avec moi, qu'au minimum, cette crise du Covid-19, elle a permis au pouvoir de... en fait, elle a été utilisée par le pouvoir, disons, pour aggraver... enfin, le pouvoir a aggravé la crise sanitaire afin qu'il y ait le plus de morts possible, afin de pouvoir justifier des mesures de répression, de privation de liberté, etc. Euh, et l'ordre des médecins, dans ce cadre-là, a joué un rôle extrêmement important puisqu'ils ont empêché littéralement les médecins de soigner. Voilà. Ils ont empêché les médecins de soigner, ils ont empêché les médecins de prescrire. Donc on s'est intéressé un petit peu à l'ordre des médecins comme ça, et puis on est tombé effectivement sur un rapport de la Cour des comptes
qui est accablant vis-à-vis de l'ordre des médecins. Euh, il y a des millions d'euros de frais, il y a des séminaires à Cancun, en Thaïlande, et puis il y a, euh, il y a cet aspect aussi sur il y a des médecins qui ont été condamnés pour être des prédateurs sexuels, littéralement, et qui ont été protégés par l'ordre des médecins. Donc, c'est-à-dire que même à ce niveau-là, c'est-à-dire l'ordre des médecins qui se veut en fait un garde-fou qui devrait protéger la profession dans le cadre du respect du serment d'Hippocrate, bah, n'a absolument pas joué ce rôle. Voilà. Et donc, là, il n'y avait aucun parti d'opposition, il n'y avait pas la France Insoumise, il n'y avait pas le RN, il n'y avait pas le NPA, il n'y avait pas les syndicats, la CGT, etc. Il n'y avait que des pères de famille et des mères de famille pour prendre leur courage à deux mains et aller à l'ordre des médecins, dire à ces gens-là que le peuple de France sait ce qu'ils ont fait et que le retour de réalité est possible. Parce que ces gens-là, en fait, n'ont pas l'habitude de se confronter à des gens du peuple, on va dire. Et c'est ce que nous, on a pu remarquer dans toutes nos opérations, que ce soit des francs-maçons, que ce soit des journalistes de BFM ou de CNews, que ce soit des gens du dîner du siècle, lorsqu'ils sont confrontés à des mecs de rond-point qui viennent du fin fond de l'Essonne, qui avaient l'habitude de monter sur Paris une fois par an peut-être, eh ben, ils ont pas l'habitude d'être confrontés à cette réalité. Et là, le ton, il change tout de suite. Voilà. Quand on a confronté des journalistes de BFM, etc., les mecs, ils sont doux comme des agneaux. Ils sont pas du tout comme ils ont l'habitude d'être sur les plateaux télé. Donc justement, nous, on appelle au contraire le simple citoyen à venir rappeler cette réalité à ces gens-là, même ne serait-ce qu'à nos soi-disant représentants politiques, hein, parce qu'on a fait ce travail aussi avec les députés, les sénateurs, etc. Même si ces gens ont un peu plus l'habitude, ils ont un peu plus l'habitude, voilà, ils font de la politique, ils font du sophisme, ils font de la rhétorique, ils ont l'habitude de ça. Mais voilà, c'est nous sommes dans notre bon droit et nous sommes totalement légitimes pour faire ce que nous faisons. Bravo, bravo Elias, parce que moi je le répète toujours dans toutes mes émissions, hein, ça c'est la pyramide. En haut, ils sont tout en haut, ils détiennent tous les pouvoirs, et en bas, c'est la base. Sauf que la base ne se révolte jamais, parce que si la base se révoltait, eh ben, la pyramide, le haut de la pyramide éclate, et ces gens-là se sentent imbus de leur position ultra dominante. Et ils n'ont jamais, comme tu l'as dit, été confrontés au peuple, hein. Et ça, quand ils sont confrontés au peuple, c'est un choc pour eux, un choc surtout quand c'est non violent, hein, quand c'est en discussion comme vous le faites. Donc, quand vous avez été au Conseil de l'ordre des médecins, vous avez discuté avec eux, comment ça s'est passé? Quelles ont été leurs réactions? Ils ont été choqués, ils ont eu des questions, ils étaient perdus, comment ça s'est passé? Eh ben, on va dire qu'en fait, ils étaient plutôt mal à l'aise, ils savaient pas trop où se placer. Moi, personnellement, je n'étais pas présent lors de cette action, mais j'ai eu un peu le retour d'expérience de mes camarades et j'ai suivi le live. Et voilà, ils n'ont pas eu de réponse, quoi. Au début, ils ont essayé de leur dire de sortir, etc. Et puis à la fin, je pense qu'ils étaient honteux. Je pense qu'ils étaient honteux. Au début, ils étaient sans masque et ils ont mis leur masque après. Et puis du coup, ils voyaient que leurs yeux, mais ce qu'on m'a dit, c'était que même dans le regard, on sentait que ils n'étaient pas sereins. Ils n'étaient pas sereins. Et puis dans ces opérations, on voit aussi l'attitude des forces de l'ordre. C'est-à-dire les forces de l'ordre sont venues à ce moment-là à l'ordre des médecins et ils ont intimé l'ordre à mes camarades de sortir. Et ils ont dit non, non, attendez, on va rester, tout le monde va sortir en même temps, mais on a encore quelque chose à leur dire. Et là, la police était. C'est-à-dire que dans ce cas-là, qu'est-ce que peut faire la police? C'est totalement légitime. Vous êtes face à des pères de famille, des mères de famille. C'est-à-dire que même le policier lui-même, il ne peut être que touché par le courage qu'ont ces simples citoyens euh, d'affronter ces soi-disant sachants, etc. Et c'est ce qu'on a pu vérifier, nous, souvent, lors de nos opérations. Bon, on a récolté des amendes,
On a déjà eu un peu de garde à vue pour certains d'entre nous. Euh, mais grosso modo, ça se passe bien. Ça se passe bien et on repart de là la plupart du temps sans encombre. Même sur des péages. Même sur des péages. Parce qu'on explique à la police ou à la gendarmerie, ce ne sont pas eux nos ennemis, et ce sont à la limite des personnes qui se placent entre nous et nos ennemis. Nos vrais ennemis, ce sont ceux qui sont en haut. Alors certes, la police joue son rôle et pour le moment, elle est on va dire, la dernière protection sur laquelle cette oligarchie peut compter. On a d'assez bons rapports. En tout cas, voilà, ouais, à l'ordre des médecins, le personnel de l'établissement, ouais, ils avaient rien à dire, hein. Ben oui. Après, la police, que veux-tu? Vous êtes non violent, vous dégradez rien, vous cassez rien, vous avez juste envie d'échanger et de causer. À partir d'un moment, ils sont un peu bloqués, quoi, hein. Ils n'ont pas affaire à des gens qui sont en train de tout casser dans un bâtiment, en train de tout menacer des personnes. Vous voulez échanger, causer. Et donc ça change absolument tout. Tu as raison. Et alors, Gilead, pourquoi Gilead? Alors, l'opération Gilead, on a eu un article de Marianne. Gilead, Ouais. c'est le labo pharmaceutique euh, dans laquelle travaille, on va dire, quasiment la totalité du conseil scientifique français. Et donc, on est parti là-bas pour effectivement dénoncer cette collusion d'intérêts entre le conseil scientifique qui était censé impulser la doctrine de santé au niveau de la France et ce laboratoire pharmaceutique en plus américain qui lui avait des intérêts puisqu'il voulait vendre son médicament. Il voulait vendre son remdesivir et du coup effectivement on est parti euh, on avait fait, c'est nos camarades du 94 notamment, ils ont fait une triple action ce jour-là, puisqu'ils ont été à Gilead, dans la foulée à Microsoft, et les bureaux étaient fermés, et ensuite à BFM. Pourquoi BFM? Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des similitudes au niveau de l'actionnariat entre Gilead et BFM. Et effectivement, BFM avait plutôt bien soutenu les gens de Gilead. Et donc, en parlant de BFM, quand vous chopez ces journalistes un petit peu, quand vous vous retrouvez en face d'eux, tu dis que c'est des agneaux. Vous avez réussi à filmer un peu des trucs comme ça? Oui, oui, oui. Ben, on a pas mal d'actions sur BFM. Euh, Moi, comme je regarde pas la télé, je me souviens jamais des noms des journalistes, mais oui, oui, on avait chopé Pascal Pro aussi. Pascal Pro, on lui avait parlé de la dette. On lui avait dit, il faut que tu parles de la dette. Et dans la journée ou le lendemain, à une émission, il a parlé de la dette. Waouh! C'était étonnant. Bon, il a rien dit de très, très fantastique, mais peut-être que ça lui a trotté dans la tête. Bon. Non, sur BFM, je me souviens plus le nom, mais vous pourrez retrouver en tapant Gilets jaunes constituant BFM, certainement, on peut retrouver Vous des avez actions. un site, vous passez par des réseaux sociaux, vous passez comment? Oui, alors on a une page Facebook et on a une chaîne YouTube. Souvent, on fait nos lives, surtout au début, étaient sur Facebook et on remettait ensuite les actions sur YouTube. Et puis maintenant, ça nous arrive d'être en live directement sur YouTube, mais on a quand même beaucoup plus on va dire, les réseaux Gilets jaunes se trouvent sur Facebook. Et donc c'est sur Facebook qu'on a beaucoup de partages, qu'on a beaucoup de vues. Et sur YouTube, c'est pour pouvoir en fait un petit peu archiver nos actions. Et maintenant, on est aussi sur Twitter, parce qu'on a compris qu'il y a aussi sur Twitter un combat qui se mène. Et alors, pour les personnes qui ont envie de rejoindre les Gilets jaunes constituants, ou alors même dans les départements où il n'y a pas de Gilets jaunes constituants, comment ils font pour vous contacter pour dire, bah, tiens, moi j'ai envie de créer Gilet constituant du 32? Eh bien, on a un mail, une adresse mail. Donc, c'est giletsjaunes.constituant@protonmail.com et c'est via ce mail-là en fait que on reçoit des candidatures. Alors nous on prend que des profils sérieux. Voilà. On prend des profils sérieux. C'est pas une cour de récré quoi. Les gilets jaunes constituants. Maintenant on a des gens voilà très sérieux qui nous ont demandé, on monte des équipes encore actuellement, de nouvelles équipes qui vont peut-être voir le jour. Il y a des gens qui nous rejoignent aussi.
mais on fait attention, surtout que nous sommes un petit peu attaqués actuellement. Par qui? Euh, je dirais par le système, via différents proxys. Il y a Marianne qui a fait un petit article sur nous. Bon, le journaliste n'a pas retranscrit, pourtant c'était moi à qui il avait posé des questions, et il n'a pas retranscrit la totalité de ce qu'on s'était dit pourtant, et il nous a fait passer un petit peu, voilà, pour des factieux, des gens, des complotistes d'extrême droite, quoi. Voilà. L'anathème. Mais bon, ça nous fait aussi un petit peu de pub. Et puis, bon, c'est pas plus mal d'avoir un article dans Marianne, c'est ce que je me dis. Mais bon. Non, mais on sent qu'il y a une pression sur nous et qu'à tout moment, nous pourrions faire l'objet euh, d'infiltration ou de discrédit ou de choses comme ça, parce que c'est comme ça que fonctionne le système. Et ça serait classique, ça. Mais alors vous traitez Mm. d'extrême droite, c'est un peu ridicule, quoi, franchement. Bah, le ridicule ne tue pas, en tout cas pas pour les journalistes de Marianne, apparemment. Moi, je vois des gens qui sont très posés et qui posent les vraies questions et qui mènent les vraies actions. C'est complètement dingue que la presse puisse, comme ça, dénaturer vos actions. Mais la presse travaille pour le pouvoir, hein. Et ça, on l'a démontré. D'autres gens l'avaient démontré bien avant nous, hein, mais le journal Marianne, par exemple, était détenu anciennement par une personnalité qui dînait au siècle et je crois était aussi au club Bilderberg, qui était maire d'ailleurs d'une commune bretonne où nous avons une équipe de gilets jaunes constituants. Donc le hasard fait bien les choses. Mais il a vendu le journal, maintenant c'est la propriété d'un milliardaire tchèque, je crois. Enfin bon, voilà. Et puis bon, Le Monde, la Banque Lazare, tous les journaux appartiennent quasiment tous à des banquiers ou au moins à des multinationales en lien étroit avec la banque. Donc on n'espère rien des journaux mainstream, si ce n'est des attaques, parce qu'au bout d'un moment, on dérangera peut-être un peu trop. Voilà. Et on espère justement déranger de plus en plus, et on espère avoir du coup de plus en plus d'articles. Est-ce que vous avez jamais pensé à faire vous-même votre journal? Quand je dis journal, c'est pas à imprimer et à vendre, mais un journal numérique à distribuer. Un média, c'est une très très bonne idée. On connaît des gens qui travaillent sur la mise en œuvre d'un média. Euh, Maintenant, comme je t'ai dit, nous, on est déjà à 100% de nos capacités. On travaille, on a des vies de famille, on donne déjà tout ce qu'on peut donner pour la cause, sans financement, sans rien, sans cagnotte. Ça serait compliqué, là, à mon avis, pour monter un média. Mais il y a des gens qui y réfléchissent, donc ça va peut-être se faire. Il faut surtout pas qu'on lâche le terrain, parce que c'est le terrain qui paye et c'est là qu'on a prise dans le réel. On ne pourra pas être censuré dans le réel. Pourquoi vous refusez l'idée d'une cagnotte pour vous aider? En état actuel des choses, on a estimé que l'argent, c'était plus de problèmes que d'avantages. Et par rapport aux autres gilets jaunes, hein, les emblématiques qu'on voyait à la télé il y a 1 an, 2 ans, vous avez des rapports? Pas du tout? On se connaît avec certains d'entre eux. Voilà. On a des relations plus ou moins distendues, voilà, mais bon, nous, on avance sur notre direction et voilà. Ceux qui veulent venir nous suivre, ils sont les bienvenus. Non, moi je pense que c'est vous qui êtes dans le vrai, parce que vous menez de vraies actions de terrain et franchement, on a envie de vous soutenir énormément. Et je pense que je ne suis pas le seul, parce que depuis que je vous connais, je montre vos vidéos à beaucoup de gens et ils se reconnaissent en vous, alors qu'ils ne se reconnaissaient pas forcément dans les gilets jaunes classiques. C'est pas péjoratif, hein, c'est pas méchant, mais vous menez de vrais combats. Pourquoi vous êtes allé chez Microsoft? C'était contre Microsoft, la société, ou c'était contre son fondateur? Ah, c'était contre les deux, effectivement, puisque les deux mènent un projet similaire, en fait, hein, puisque Bill Gates, à travers sa fondation, euh, mène un projet qui va pour un vaccin et euh, un, un proc- un- une technologie qui va permettre du coup de valider, de connaître les personnes qui sont vaccinées ou pas.
Et de la même manière, Microsoft participe au projet ID 2020, dont tu as certainement connaissance, donc de mise en place d'une identité numérique pour l'ensemble de l'humanité. Et au final, on voit très bien que tout se recoupe, sachant que dans ID 2020, il y a déjà la Fondation pour le vaccin, Gavi, qui est participante. Donc, tout se recoupe. Voilà, c'est la même. Où que tu creuses, tu retrouves à chaque fois les mêmes implications et à la fin, ça va toujours vers le même objectif d'un contrôle numérique de la population à court moyen terme et que la crise du Covid-19 va pouvoir permettre d'accélérer. C'est incroyable de voir tous les thèmes que j'aborde, que vous abordez sur le terrain. C'est quand même extraordinaire. Ça, tu vois, tout ce que je dénonce moi, comme je peux derrière mon petit écran, et j'en informe les abonnés. Vous allez sur le terrain les dénoncer face à eux-mêmes, quoi. C'est génial. Voilà, bah c'était ça notre volonté, le cheval de bataille, c'était de se dire, voilà, on y va. Et à l'origine, je pense que, bah, moi je n'étais pas encore constituant, mais moi, je pense que ceux qui ont fait les constituants à travers notamment leur première OP Rothschild et la Banque Lazare, c'était dans l'idée d'inspirer les Gilets jaunes pour qu'on reproduise ce schéma. Et si jamais il y avait eu un engouement et que chaque semaine, il y avait eu même quelques dizaines de personnes, puis quelques centaines de personnes devant différents lieux de pouvoir, et que les rangs auraient grossi, ça aurait pu faire quelque chose. Voilà. Mais il y en a qui l'ont fait. Il y a par exemple Sylvain Baron, lui, qui avait comme idée de faire une fois par mois une manif devant les médias. Voilà. Mais malheureusement, son initiative a manqué de relais, quoi. Moi, je ne comprenais pas pourquoi les Gilets jaunes préféraient faire des parcours de 8 kilomètres et manifester, voilà, pour caricaturer, entre Bastille et Nation, plutôt que de rejoindre cette manif et d'aller au moins sous les fenêtres des médias, de ces gens qui conspuaient les Gilets jaunes. Et c'est vrai que malheureusement, ce genre d'initiatives n'ont peut-être pas été suffisamment soutenues, portées au sein du mouvement Gilets jaunes et même plus largement, hein. Après, voilà, nous, on a été les premiers à applaudir quand on a vu des grévistes entrer à BlackRock. On s'est dit génial. Voilà, enfin une action percutante. On a vu aussi les gars de la RATP aller en bas de BFM. Il faut reproduire ce genre de choses et surtout avoir conscience vraiment de l'objectif, c'est-à-dire si on ne fait pas tomber les donneurs d'ordre de Macron, on peut avoir n'importe quel pantin à la place et ça ne changera pas la politique. Exactement, ça ne changera strictement rien. Et moi, je suis à 1000% d'accord avec toi, hein, parce que j'étais gilet jaune dans l'âme dès les premiers instants. J'ai suffisamment montré les vidéos où je lançais les appels à qu'est-ce que vous attendez à. Mais par contre, j'ai jamais compris ensuite la suite du mouvement des Gilets jaunes. Comme tu dis, là, c'est défilé hebdomadaire sur Paris, entre Bastille et Nation, à emmerder les commerçants, les petits commerçants qui n'avaient rien demandé, parce que eux, les pauvres, c'est pas eux qui deviennent riches, et se mettre à dos une partie des Français, parce qu'ils voyaient évidemment toutes ces actions, l'extrême gauche arriver, les Black blocs là, tout casser. Donc là, franchement, quand tu vois tout casser, t'as pas envie, parce que tu vas pas casser Microsoft, tu vas pas casser Gilead, tu vas pas casser le Conseil de l'ordre des médecins, tu casses le petit et moyen commerçant qui n'avait rien demandé. Et ça fait une image négative. Tandis que vous faites des actions ciblées, et ça, si tout le monde avait fait ça dès le départ, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, on ne peut pas changer le passé et tout n'est pas. Je veux dire, il est encore possible de changer et d'avancer. Moi, je reste persuadé des rencontres que je fais avec les Gilets jaunes. Là, j'étais encore dans le sud et j'ai rencontré encore des Gilets jaunes déterminés, notamment à Marseille et à Cannes, qui occupent encore les deux derniers ronds-points du sud-est. Moi, je crois fondamentalement que les Gilets jaunes ont un rôle historique à jouer dans l'histoire de France, peuvent former des sortes de cadres d'une révolution à venir, d'une transformation de la société à venir, de par notamment le vécu et les erreurs aussi qu'ont commises les Gilets jaunes et que nous-mêmes, on a été les premiers à en commettre, hein.
les gilets jaunes constituants. Mais ça nous a permis d'apprendre. Voilà, en tout cas, moi, je reste en totale fraternité avec l'ensemble des gilets jaunes qui restent sur le terrain et qui sont pas tombés dans la récupération partisane et syndicale, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi. Euh, et voilà, moi, je pense qu'il faut encore rien lâcher. Là, il y a un retour sur les ronds-points. Et vraiment, n'hésitez pas à venir discuter euh, avec tous ces groupes de gilets jaunes que vous pouvez croiser sur les ronds-points et tout, et avoir des discussions et leur expliquer, voilà, est-ce que tu es au courant, l'oligarchie, est-ce que tu es au courant que derrière la crise du Covid, il y a la banque, il y a les multinationales, des liens, regarde le conseil scientifique, ils sont tous chez Gilead, regarde l'ordre des médecins, ils mangent tous à la gamelle, ils ont empêché les médecins de prescrire. Là, c'est le moment, là, on est dans un moment historique où tout est tellement faux que la vérité transparaît, en fait. Et donc, c'est le moment pour faire comment on appelle ça, de la pédagogie. Et il faut le faire avec tous ceux qui ont à cœur le bien commun et qui sont prêts à travailler voilà, pour cet objectif. C'est exactement ça, Elias. C'est tellement énorme en ce moment que ça se passe sous nos yeux qu'il faut vraiment être un dormeur collé à BFM TV pour pas voir ce qui se passe, quoi. C'est un moment historique, tu as tout à fait raison, où les gens se rendent compte que tout ce que certains disaient depuis longtemps, ce n'était pas des théories de la conspiration, ce n'était pas des théories d'extrême droite, ce n'était pas des théories de gourou, mais que c'était une réalité. Est-ce que ça vous donne envie quand même d'aller vers le politique ou vous y croyez pas du tout? Je connais la réponse, mais je dois la pose quand même. Eh ben, nous, ce qu'on fait, ça s'appelle faire du politique, hein. Oui, Euh, je comprends. Oui, ouais, oui. La politique au sens noble du terme, ben c'est ça, c'est ce qu'on fait. Donc, à la grecque. les Gilets jaunes ont redonné leur lettre de noblesse aux faits politiques. Lorsque des Gilets jaunes s'assiedent à un rond-point, font une AG et décident de comment ils vont organiser leur rond-point, de ce qu'ils vont faire, etc., de quel tract ils vont faire, ils font de la politique. Mais on fait de la politique apartisane et asyndicale, en dehors des structures d'opposition contrôlée et des structures qui ont trahi depuis des décennies le peuple. Voilà. Donc, les Gilets jaunes sont éminemment politiques, mais au sens noble du terme. Je rappelle à tous le sens noble du terme du mot politique. Politique est né à Athènes et c'était parler des choses de la cité, parce que c'était la cité. C'est parler des choses du pays. Et c'est ça la vraie politique. Comment tu expliques l'abandon complet dans cette crise de tous les partis politiques, je veux dire, mis à part quelques petits groupuscules à droite à gauche style l'UPR, qui a osé, malgré ses tout petits moyens, dénoncer tout ce qui se passait. Mais le total, le bruit assourdissant, le silence, pardon, assourdissant des différentes oppositions, des différents syndicats, ils ont tous disparu là, pendant la crise du Covid. Comment tu l'expliques ça? On a entendu quand même un petit peu les réseaux de la France insoumise. Ils ont essayé de récupérer notamment la polémique sur les masques, des choses comme ça. Mais ils parlaient de trucs vraiment. Ils ont vraiment pas parlé des sujets de fond. Voilà. Non, bah, comment je l'explique? Je pense que tout le monde a été secoué aussi et les gars, on voulait pas se planter en fait. C'est-à-dire ne voulait pas avoir une interprétation erronée des choses, sachant qu'ils sont bridés, ils ne peuvent pas parler des vrais sujets. Voilà. Mais non, bah, trahison. Enfin, je veux dire, ceux qui croient encore dans les partis politiques, je leur souhaite bonne chance, bon courage, mais notre salut ne viendra que de nous-mêmes. N'espérez pas un sauveur. Vous serez votre propre sauveur. Il va falloir vous responsabiliser. Si vous voulez que ça change, bah, va falloir se bouger, hein. Et yes, combien de fois j'ai dit dans mes émissions, n'attendez pas un sauveur, c'est vous le sauveur, c'est vous, vous êtes le propre sauveur, c'est juste assez hallucinant. Et n'attendez pas rien non plus des syndicats, parce qu'ils n'étaient pas là non plus, faut pas croire. Ouais, ouais, les syndicats pareil, hein. Les syndicats pareil, hein. Toutes les structures d'opposition sont de l'opposition contrôlée, justement. Euh, voilà, les syndicats, la CGT, etc. Moi, je travaillais là pendant le Covid, donc je voyais un petit peu ce qu'ils envoyaient. Grosso modo, ils disaient juste, oui, on veut des masques, oui, on veut ceci, oui, on veut cela. Mais il y a eu un
petit début à un moment donné, on a entendu des gens dire: «Ah oui, mais là, s'ils nous mettent des 45 heures de travail hebdomadaire et ils nous suppriment le dimanche, on va partir en grève illimitée». Et puis au final, c'est retombé comme un soufflé et puis personne n'a bougé et voilà. Non, non, mais il n'y aura aucun salut des syndicats. Vous verrez que de toute façon, ils vont faire semblant de repartir en guerre pour la réforme des retraites, mais la réforme des retraites passera. Euh, voilà, on connaît la musique, hein, je veux dire. Il suffit d'avoir fait un petit peu de manif syndicale, un petit peu de lutte. Si vous avez vécu déjà la loi travail, etc. Bon, vous savez comment ça fonctionne maintenant. C'est-à-dire beaucoup de bruit dans la rue, on fait bouger les masses, et puis après, à la fin, on s'arrange pour un accord un petit peu en deçà de ce qui était proposé, mais voilà. Tu as mille fois raison. Hein. Écoutez, Elias, n'attendez rien de ces gens-là. Ça ne servira à rien. Par contre, cette idée de gilet jaune constituant, moi, elle me plaît beaucoup. Hein. C'est le retour au peuple et échanger. L'importance des ronds-points pour vous, c'est quoi? C'est que les gens puissent s'arrêter et discuter? C'est quoi? C'est symbolique? C'était la source du départ? C'est quoi la symbolique du rond-point? Le rond-point, c'était très fort parce que c'était de la réappropriation de l'espace public, c'était de la visibilisation de cette partie des Français qui ne se reconnaissaient plus en fait dans la France. Et les gens sont sortis, se sont montrés et on dit voilà, on existe. Et puis dans les ronds-points, c'est aussi tous les ronds-points de France, c'est voilà, des sortes de mini-ZAD, de mini-lieux, on va dire, de démocratie réelle et de souveraineté réelle. C'est-à-dire, voilà, là, nous décidons de nous prendre en main, de nous prendre en charge, et cet endroit va fonctionner comme nous l'entendons. Voilà. Donc, le rond-point, le principe du rond-point, c'était très fort. Hein. Et d'ailleurs, le pouvoir a eu très peur de ces ronds-points et s'est bien acharné en fait à expulser les gens de ces ronds-points le plus rapidement possible pour les envoyer en fait au casse-pipe à manifester en ville, quoi. C'était un peu ça l'idée, quoi. C'était grossisser les rangs des manifs dans les plus grosses communes et surtout ne soyez pas éclatés sur tout le territoire parce que nous, on n'a pas les moyens de la répression si vous êtes sur 3000 ronds-points en France, quoi. Ah ouais, je comprends. Ouais, c'est logique. Hein. C'est très, très logique, effectivement. Et c'est juste après l'éclatement de tous les ronds-points qu'il y a eu ces grosses manifs et qu'ensuite il y a eu les groupuscules anarchistes d'extrême gauche qui sont venus tout casser, quoi. Pour être juste, bon, il y a eu de la casse dès les premiers actes, il y a eu parce qu'il y avait beaucoup de colère, hein. Je veux dire, on peut pas tout mettre sur le dos des Black Blocs et de l'extrême gauche, hein. Il y a des gilets jaunes sincères qui ont exprimé de la colère et qui ont exprimé de la rage à ce moment-là. Et quand on se souvient, surtout acte 2, acte 3, acte 4, acte 3, voilà, il y a une préfecture qui a été mise, on a mis le feu à une préfecture. Il y a le centre des amendes à Rennes qui a été attaqué, l'aéroport de Nice bloqué. Enfin voilà, partout en France, ça pétait de partout, quoi. Les gens, ils en avaient gros sur la patate et c'était pas du fait de groupes anarchistes d'extrême gauche, c'était fait de Français de base qui se réappropriaient le truc. Mais c'était pas, ça avait quand même un certain sens ce qui se passait. Voilà, on attaquait quand même des lieux de pouvoir, le centre des amendes. On s'attaquait aussi beaucoup au radar. Faut pas l'oublier, il y a 80% des radars qui ont été mis hors service. Et puis, même si c'était de la casse en manif, même à Paris, c'était quand même, c'était dans le quartier des lieux de pouvoir. Hein. C'était Champs-Élysées, 8e arrondissement, Galerie Lafayette. C'est des endroits que la France périphérique n'a pas l'habitude de fréquenter, quoi. Alors après, quelle est la proportion des casseurs, etc. Bon, j'en sais rien. Bon, toujours est-il, oui, il y a eu de la casse, oui, il y a eu de la violence au sein des Gilets jaunes, on ne peut pas le nier. Et il y a des Gilets jaunes qui fondamentalement aussi peuvent penser que ça passera par de la violence pour gagner. C'est un débat qui existe. Maintenant, moi, je pense qu'il faut pouvoir prendre de la hauteur, savoir raison garder. On peut comprendre
qu'il y ait eu cette explosion de violence. Ça se comprend parce que voilà, c'est des sentiments humains quelque part à un moment donné qui s'expriment. Et, et voilà. Bon. Nous, dans notre cas, à nous, dans notre collectif, on estime que on peut peut-être y arriver par un autre moyen aussi. Est-ce que cette épidémie du Covid, tu as vu qu'il y a plus de gens qui se rapprochaient de vous? Ou à cause du confinement, il y a des gens vous avez perdu des adhérents? Bah, il y a des gens qui partent pour des raisons diverses et variées, parce qu'ils ont plus le temps, parce que voilà, c'est la vie d'un groupe, hein. Il y a des gens qui partent parfois, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Euh, donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même maintenant plusieurs équipes en province. C'est peut-être aussi du fait que nous avons rendu plus accessible au final le fait de pouvoir communiquer avec nous, et que maintenant on a mis en place une organisation qui permet de gérer aussi ces demandes, de cette volonté qu'ont beaucoup de gilets jaunes de nous rejoindre, de créer des équipes, etc., de faire partie de ce collectif. Donc, le problème, c'est que ça demande aussi du temps à gérer pour que ça soit bien géré, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est avant tout de la qualité, c'est pas de la quantité. On n'a pas besoin d'être des milliers de gilets jaunes constituants. On veut surtout des personnes de qualité qui soient prêtes à s'investir, parce que voilà, c'est un investissement et c'est un sacrifice. Et ça, faut pouvoir en prendre conscience dès le début. Mais voilà, nous, on fait notre part et puis on espère que d'autres le feront aussi. Et puis nous, on aimerait bien même que les Gilets jaunes constituants, dès demain, on disparaisse et que d'autres prennent le relais, hein. Donc c'est pour ça que je dis, prenons-nous en main. Personne ne fera le boulot à notre place. Il faut que chacun estime qu'il est seul. Voilà. Je suis seul dans le combat et j'ai Rothschild et compagnie face à moi seul. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et si tout le monde réfléchit dans cette perspective et si tout le monde se met en mouvement et en action, réfléchit à mesure de ce que chacun est capable de faire, eh ben, tout est possible. Eh bien, écoute, Elias, moi je trouve qu'on va laisser ça sur le mot de la fin. Et dans le descriptif, je mets comment contacter les Gilets jaunes, l'email, si vous avez envie de créer vous aussi dans votre département les Gilets jaunes constituants. Je mets la chaîne des Gilets jaunes, je mets le Facebook des Gilets jaunes constituants pour pouvoir les suivre. Et je vous encourage vivement à regarder leur action qu'ils ont faite sur leur chaîne YouTube. Ça va vous donner envie de les rejoindre. Bah écoutez, peut-être. En tout cas, j'espère que ça va vous donner envie de bouger, même si c'est pas pour nous rejoindre, mais en tout cas de monter votre équipe, de rejoindre une équipe dans votre secteur local. Voilà. C'est pas obligé de monter une équipe de Gilets jaunes constituants, mais au moins de se mettre en action et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à son lieu de travail, dans son voisinage, au minimum, euh, et, euh, et de monter des équipes et voilà, et d'agir. Au minimum, ce qu'on peut faire, c'est aller voir son maire et lui demander qu'est-ce qu'il en pense de la gestion du Covid. Voilà. Ça, c'est le minimum que tout citoyen lambda est en droit de demander à son maire ou à son député. Et je rajoute que si ce maire est aussi président du conseil de surveillance d'un centre hospitalier qu'il a sur sa commune, parce que je vous rappelle qu'il est toujours président du conseil de surveillance du centre hospitalier de sa commune, de lui demander comment ils ont soigné les gens et le taux de létalité de ce CH et d'expliquer les différences qu'il y a avec, par exemple, l'IEHU Méditerranée ou l'hôpital de Garches. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoute, Elias, merci beaucoup, hein. On va suivre tes actions avec grand intérêt dans les prochains temps. Et si tu as des choses à dire, eh ben, tu m'appelles et tu reviens quand tu veux. Ça marche. Et ben, merci Sylvano encore pour ton invitation. Mais merci à toi, merci à vous et abonnez-vous aux Gilets jaunes constituants. Salut Elias, bye bye. Salut.